Je m'appelle Béatrice Valmont. J'ai 66 ans et je vis seule dans ma propriété près d'Annecy depuis la mort de mon mari il y a 8 ans. Enfin, je vivais seule. Jusqu'à ce matin de mars où ma fille Solange a débarqué sans prévenir, un sac à dos déchiré sur l'épaule, le visage émacié, les yeux vides. Elle n'avait pas donné signe de vie depuis 6 mois. « Maman, j'ai besoin de temps », c'est tout ce qu'elle a murmuré avant de s'enfermer dans la chambre d'amis. Je l'ai accueillie les bras ouverts. C'est ma fille, mon unique enfant. Mais quelque chose clochait. Les appels téléphoniques qu'elle prenait toujours dehors, à minuit, les heures passées sur son ordinateur, la porte verrouillée, cette façon qu'elle avait de m'observer, comme si elle calculait quelque chose. « Tu vas bien, maman? Tu as l'air fatiguée ?» Elle me le disait tous les jours. Et c'était vrai. J'étais fatiguée. Des vertiges, des pertes de mémoire, une somnolence étrange qui m'écrasait après chaque repas. Puis, il y a une semaine, Yves, mon gardien depuis 15 ans, a frappé à ma porte à 5 heures du matin. Il tremblait. « Madame Valmont, il faut que vous voyiez ça. Tout de suite. » Il avait installé une caméra dans le cellier pour surveiller les chiens, mais ce qu'il avait filmé n'avait rien à voir avec les chiens. Sur l'écran de son téléphone, j'ai vu ma fille, Solange. Elle entrait dans mon bureau en pleine nuit, photographiait mes documents, fouillait mes tiroirs. Pire encore, elle ouvrait l'armoire à pharmacie et échangeait le contenu de mes flacons de médicaments. Méthodiquement, froidement, comme si elle l'avait fait 100 fois. « Madame, votre fille c'est un monstre. Elle vous drogue. Elle prépare quelque chose. Quittez cette ville. Partez. Maintenant. » J'ai refusé de le croire. Pas Solange. Pas mon enfant. Mais Yves m'a montré d'autres vidéos. Solange au téléphone dans le jardin à 3 heures du matin. « Oui, elle signera. Je m'en occupe. La procuration sera prête avant Noël. Après, tu pourras vendre. » Une voix d'homme lui répondait « Fais vite. Si tu ne livres pas, je balance tout à la police. Tu sais ce qui t'attend. » Mon sang s'est glacé. J'ai copié toutes les vidéos. Je suis allée chez notre notaire. Il m'a confirmé que Solange était venue la semaine précédente, prétendant agir en mon nom, avec une lettre soi-disant signée de ma main pour obtenir une procuration sur tous mes biens. J'ai refusé, Madame Valmont. L'écriture ne correspondait pas. Puis, je suis allée à la gendarmerie. Le capitaine Renaud a visionné les vidéos. Le visage de plus en plus sombre. « Madame, votre fille figure dans nos fichiers. Elle a été arrêtée 2 fois à Paris pour escroquerie de personnes âgées. Les charges ont été abandonnées, mais elle est surveillée. Et cet homme au téléphone, Julien Darcourt, c'est un criminel recherché. Ils font partie d'un réseau qui cible les parents fortunés. Des analyses toxicologiques ont révélé des benzodiazépines dans mon sang, des doses massives, assez pour me rendre confuse, docile, incapable de raisonner clairement. Ma propre fille m'empoisonnait, lentement, pour me faire signer des documents, pour me voler ma maison, pour hériter. Le capitaine Renaud m'a regardé droit dans les yeux. Si nous n'intervenons pas rapidement, elle passera à l'acte. Vous devez rentrer chez vous, faire comme si de rien n'était, et nous laisser agir. Nous allons placer votre maison sous surveillance. Dans quelques jours, nous aurons assez de preuves pour l'arrêter. Faire comme si de rien n'était. Vivre sous le même toit que ma fille en sachant qu'elle me droguait. Qu'elle complotait avec un escroc pour me détruire. Qu'elle me voyait comme une cible, pas comme sa mère. Hier soir, Solange est venue dans ma chambre avec une tisane fumante. « Maman, je t'ai préparé une infusion. Tu sembles si fatiguée ces derniers temps. » Son sourire était doux, ses yeux impénétrables. J'ai pris la tasse. Je l'ai remerciée. Et dès qu'elle est partie, j'ai versé le liquide dans le lavabo. Ce soir, Julien Darcourt est venu à la maison. Un homme en costume sombre, au sourire faux, qui m'a tendu une enveloppe. Des documents, Madame Valmont. Une simple procuration pour que Solange puisse gérer vos affaires pendant que vous vous reposez. Vous n'avez plus l'âge de tout gérer seul, n'est-ce pas? Sa voix était mielleuse, mais ses yeux étaient durs comme l'acier. Et si je refuse, alors les choses deviendront très compliquées. Pour tout le monde. J'ai regardé Solange. Elle fixait le sol, les mâchoires serrées. Puis elle a levé les yeux vers moi. « Maman, si tu ne signes pas, il va dire à la police que tu as escroqué des gens. Il a des faux documents. Tu iras en prison. S'il te plaît, signe. » C'est à ce moment-là que les gendarmes ont défoncé la porte. Maintenant, Solange est en prison. Elle risque 8 ans. Son complice, 15. Les analyses ont prouvé qu'elle me droguait depuis des mois. Qu'elle avait prévu de me faire signer une procuration, puis de vider mes comptes, vendre ma maison et disparaître. Si les gendarmes n'étaient pas intervenus ce soir-là, j'aurais peut-être signé sous la menace. Ou pire, j'aurais peut-être eu un accident. Mais ce qui me hante,
Ce n'est pas ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle m'a crié quand ils l'ont emmenée, menottée. Tu ne comprends pas, maman? Je n'avais pas le choix. C'est ta faute. Si papa n'était pas mort. Si tu ne m'avais pas abandonnée. Abandonnée? Moi qui l'ai aimée plus que tout au monde. Moi qui ai tout sacrifié pour elle. Aujourd'hui, je reçois une lettre de la prison. Son écriture. Maman, je regrette. J'étais sous emprise. Julien me menaçait. J'avais peur. Je t'aime. Pardonne-moi. Et maintenant, je dois décider. Témoigner contre elle au procès ou la protéger une dernière fois. La laisser payer pour ses crimes ou croire qu'elle peut changer. Pardonner l'impardonnable ou accepter que certaines trahisons ne guérissent jamais. Comment une mère peut-elle pardonner à l'enfant qui a voulu la détruire? Comment peut-elle continuer à aimer celle qui l'a empoisonnée, trahie, manipulée? Je suis Béatrice Valmont et je vais devoir prendre la décision la plus déchirante de ma vie. Celle qui déterminera si l'amour maternel peut survivre à l'horreur absolue ou s'il existe des trahisons qui tuent l'amour pour toujours. Je me souviens du jour où Solange est revenue. C'était un mardi de mars, juste après les giboulées qui avaient laissé la terre gorgée d'eau et le ciel d'un gris sale. J'étais dans la cuisine, en train de préparer une soupe aux poireaux, cette recette que ma mère me faisait quand j'étais petite, avec du bouillon de poule et une pincée de muscade. La fenêtre donnait sur l'allée de gravier qui menait au portail, et j'ai vu une silhouette se découper contre la lumière pâle de l'après-midi. Mon cœur a fait un bond. Je reconnaîtrais cette démarche entre mille, ses épaules légèrement voûtées, cette façon de traîner les pieds comme si chaque pas pesait une tonne. Solange, ma fille. Elle portait un sac à dos défoncé et un manteau trop léger pour la saison. Ses cheveux noirs, autrefois si soignés, pendaient en mèches grasses autour de son visage. J'ai lâché ma cuillère en bois et je me suis précipitée dehors sans même prendre le temps d'enfiler mes chaussures. Solange, elle s'est arrêtée au milieu de l'allée. Elle ne souriait pas. Ses yeux étaient cernés, ses lèvres gercées. Elle avait maigri. Beaucoup. Quand je l'ai prise dans mes bras, j'ai senti ses os à travers le tissu de son manteau. Elle sentait la cigarette et quelque chose d'aigre, comme de la sueur vieille de plusieurs jours. Maman, c'est tout ce qu'elle a dit. Sa voix était rauque, cassée. J'ai voulu lui poser 1000 questions. Où étais-tu? Pourquoi tu ne m'as pas appelée? Est-ce que tu vas bien? Mais je me suis retenue. Pas maintenant, pas tout de suite. Je l'ai simplement serrée plus fort, en espérant que mon étreinte pourrait effacer les 6 mois de silence, les nuits blanches passées à me demander si elle était vivante, si elle pensait encore à moi. Entre, ma chérie, tu dois avoir froid. Elle m'a suivie à l'intérieur sans un mot. Dans la cuisine, elle s'est assise à la table en chêne, celle que Philippe avait achetée aux puces de Chambéry il y a 20 ans. Elle a posé ses mains sur le bois usé et elle est restée immobile, le regard fixé sur un point invisible devant elle. J'ai versé la soupe dans un bol, coupé une tranche de pain de campagne, ajouté du beurre salé comme elle aimait. Elle a mangé lentement, mécaniquement, sans lever les yeux. « Tu veux me parler ?» Elle a secoué la tête. « Pas maintenant, je suis juste. Fatiguée. J'ai besoin de temps. » J'ai acquiescé. Le temps. C'était tout ce que je pouvais lui offrir. Le temps et cette maison. Cette maison que Philippe et moi avions achetée en 1984, quand nous rêvions encore d'avoir 4 enfants, des dimanches à la campagne, des Noëls enneigés. La vie en avait décidé autrement. Un seul enfant, une fausse couche, puis une autre. Et finalement, Philippe, emporté par la maladie, me laissant seule dans cette demeure trop grande, avec ses 8 pièces, ses volets bleus qui grincèrent dans le vent, ses murs épais qui retenaient le froid l'hiver et la fraîcheur l'été. Solange s'est installée dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée, celle qui donne sur le jardin. Elle a refusé de reprendre sa chambre d'enfance à l'étage, celle où sont encore accrochés ses dessins d'école primaire, ses posters de groupes de rock des années 2000, son diplôme du baccalauréat encadré au-dessus du lit. Trop de souvenirs, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas insisté. Les premiers jours, elle dormait presque tout le temps. Elle se levait vers midi, descendait en pyjama, grignotait quelque chose devant la télévision, puis retournait dans sa chambre. Elle ne parlait presque pas. Elle ne sortait jamais. Quand je frappais à sa porte pour lui proposer une promenade ou une visite chez le médecin, parce qu'elle avait vraiment mauvaise mine, elle marmonnait qu'elle allait bien, qu'elle avait juste besoin de repos. J'ai respecté son silence. J'ai continué ma routine. Lever à 6 heures, café au lait et biscottes, tour du jardin avec les chiens, ménage, course au village de Saint-Jorioz le mercredi et le samedi, messe le dimanche matin à l'église Saint-Maurice. Le père Étienne, un prêtre discret qui portait toujours un pull en laine sous sa soutane, me demandait chaque semaine si Solange allait mieux. « Elle cherche son chemin », je lui répondais. Il hochait la tête avec bienveillance.
Priez pour elle, Béatrice. Et priez pour vous. Priez. C'était tout ce que je savais faire. Prier devant la petite statue de la Vierge que ma grand-mère m'avait offerte à ma communion. Prier en épluchant les légumes. Prier en regardant le lac d'Annecy scintiller au loin depuis la fenêtre du salon. Prier pour que ma fille retrouve la lumière, pour qu'elle redevienne celle qu'elle était avant la mort de son père. Au bout de 3 semaines, Solange a commencé à sortir de sa chambre plus souvent. Elle s'installait dans le salon avec son ordinateur portable, un vieux MacBook acheté d'occasion, et elle tapotait sur le clavier pendant des heures. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle répondait vaguement « des recherches, du travail administratif ». Ça me rassurait. Peut-être qu'elle cherchait un emploi. Peut-être qu'elle essayait de se reconstruire. Mais il y avait ces appels. Ces maudits appels téléphoniques qu'elle prenait toujours dehors, dans le jardin, en marchant entre les pommiers. Je la voyais depuis la fenêtre de la cuisine, parlant à voix basse, la main en visière sur les yeux comme si elle craignait qu'on l'espionne. Elle restait parfois une demi-heure au téléphone, gesticulant, s'énervant. Une fois, je l'ai entendue crier « Je te dis que ça va marcher. Arrête de me mettre la pression. » Puis elle a vu que j'étais là et elle s'est tue immédiatement, le visage fermé. « Tout va bien, ma chérie? »« Oui, maman, c'est rien. Un ami de Paris. »« Un ami. » Elle n'avait jamais parlé d'amis à Paris. En fait, elle ne parlait jamais de sa vie là-bas. C'était comme si ses 6 années d'études et de travail dans la capitale avaient été effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai essayé de l'interroger doucement, un soir, pendant le dîner. « Tu sais, si tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé à Paris. » Elle a planté sa fourchette dans sa tranche de poulet rôti avec une violence qui m'a fait sursauter. Il ne s'est rien passé. J'en avais juste marre, c'est tout. Marre de la ville, marre du bruit, marre des gens. J'avais besoin de rentrer à la maison. Sa voix tremblait. J'ai vu des larmes au coin de ses yeux, mais elle les a ravalées en serrant les mâchoires. J'ai tendu la main pour toucher la sienne, mais elle s'est levée brusquement, a poussé sa chaise en arrière. « Je n'ai pas faim. Bonne nuit. » Et elle est partie. Je suis restée seule devant nos assiettes à moitié pleines, avec ce poids dans la poitrine qui ne me quittait plus. Cette sensation d'impuissance, de glisser lentement vers un abîme sans pouvoir s'accrocher à rien. Les semaines ont passé. Mai est arrivé avec ses fleurs de glycine qui envahissirent la pergola et ses soirées douces où l'on pouvait enfin dîner dehors. Solange semblait aller un peu mieux. Elle avait repris des couleurs, elle souriait parfois, elle m'aidait à préparer les repas. Un dimanche, elle a même accepté de m'accompagner au marché d'Annecy. Nous avons marché le long des canaux, entre les étals de fromage, de saucissons, de fleurs coupées. J'ai acheté du reblochon fermier et des fraises de Haute-Savoie. Solange a choisi un bouquet de pivoine rose. « Pour ta chambre ?» lui ai-je dit. « Non, pour toi. » Elle me les a tendues avec un sourire timide, presque enfantin. Mon cœur s'est gonflé. C'était un signe, non? Un signe qu'elle allait mieux, que nous allions mieux. Mais les appels ont continué, et ils sont devenus plus fréquents. Parfois, je me réveillais à 3 heures du matin et je l'entendais parler dans le jardin, sa voix étouffée par la distance et le vent. Une nuit, je suis descendue discrètement et je l'ai écoutée depuis la véranda. Elle disait « Oui, je sais, mais elle ne signera jamais si elle se doute de quelque chose. Il faut que je sois patiente. Fais-moi confiance. » Puis un silence. Non, elle n'est pas idiote. Mais elle est vieille. Elle est fragile. Vieille, fragile. Ces mots m'ont transpercée comme des lames de glace. J'ai failli sortir, l'affronter, exiger des explications. Mais quelque chose m'a retenue. La peur, peut-être, ou la honte de douter de ma propre fille. Je suis remontée me coucher en tremblant. J'ai passé le reste de la nuit les yeux ouverts, à fixer le plafond, à me demander ce qui se passait. Qu'est-ce que je devais signer? De quoi parlait-elle? Le lendemain matin, j'ai décidé de fouiller un peu. Je me déteste encore pour ça. Fouiller dans les affaires de ma fille, trahir sa confiance. Mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin de savoir. J'ai attendu qu'elle parte faire une course à la pharmacie. Elle avait besoin de paracétamol, disait-elle, pour entrer dans sa chambre. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être une criminelle. La pièce était en désordre. Des vêtements par terre, des tasses de café vides sur la table de nuit, des papiers éparpillés sur le bureau. J'ai regardé les papiers. C'étaient des factures, des relevés bancaires, tous au nom de Solange. Je les ai parcourus rapidement. Elle avait des dettes, beaucoup de dettes, des découvertes importantes, des lettres de relance d'organismes de crédit, plus de 15 000 € au total. Mon sang s'est glacé. Comment avait-elle accumulé autant de dettes? Et pourquoi ne m'en avait-elle jamais parlé? J'ai continué à fouiller, la gorge serrée. Dans un tiroir, j'ai trouvé une enveloppe Kraft contenant des photos. Des photos de moi,
Moi devant la maison, moi dans le jardin, moi au volant de ma voiture. Certaines avaient été prises récemment, d'autres il y a plusieurs mois. Sur l'une d'elles, j'étais à la sortie de l'église, en train de parler avec le père Étienne. Au dos, une date. 12 janvier. Soit 2 mois avant le retour de Solange. Elle me surveillait. Elle me photographiait. Depuis quand? J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Elle était de retour. J'ai remis les photos dans l'enveloppe, refermé le tiroir, quitté la chambre aussi discrètement que possible. Mes mains tremblaient. J'avais envie de vomir. « Maman ?» Sa voix venait du couloir. J'ai répondu d'une voix que j'espérais normale. « Oui, ma chérie, je suis dans le salon. » Elle est apparue sur le seuil, un sachet de pharmacie à la main. Elle m'a regardée avec une expression étrange, comme si elle cherchait à lire dans mes pensées. « Tu as besoin de quelque chose ?»« Non, non, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Plus rien n'allait bien. Yves Marchand vit sur notre propriété depuis 15 ans. C'est Philippe qui l'avait embauché après le départ de notre ancien gardien, un homme bourru qui buvait trop et entretenait mal le terrain. Yves, lui, était l'opposé. Sobre, méticuleux, discret. Il avait perdu sa femme dans un accident de voiture quelques années plus tôt et il cherchait un endroit tranquille pour se reconstruire. Philippe l'aimait bien. Ils passaient des heures ensemble à tailler les haies, réparer les clôtures, discuter de tout et de rien. Après la mort de Philippe, Yves est resté. Il s'occupait de tout. Le jardin, la chaudière, les volets qui coincent, les tuiles à remplacer. Et surtout, il s'occupait des chiens. Nous avons 3 bergers australiens, Oslo, Freya et Balto. Philippe les avait choisis lui-même. Il adorait les chiens. Il disait qu'ils étaient la preuve vivante que Dieu avait créé la loyauté. Après sa mort, c'est Yves qui a pris le relais. Il les nourrissait, les promenait, les emmenait chez le vétérinaire. Les chiens l'adoraient. Ils obéissaient au doigt et à l'œil. Mais depuis quelques semaines, ils aboyaient la nuit. Des aboiements longs, inquiets, qui me réveillaient en sursaut. Je descendais parfois pour vérifier, mais je ne voyais rien d'anormal. Yves, lui, était persuadé qu'il y avait des rôdeurs. Des gamins du village, sûrement. Ou des types qui cherchent à voler du matériel. Il avait décidé d'installer une caméra de surveillance dans le cellier, là où sont rangés les outils, les sacs de croquettes, les produits d'entretien. C'est juste pour être sûr, Madame Valmont. Je ne supporte pas l'idée qu'on entre chez vous sans autorisation. Je l'avais laissé faire. Yves était quelqu'un de fiable. Jamais il n'aurait fait quoi que ce soit pour me nuire. Mais ce qu'il a découvert a changé nos vies à tous les deux. C'était le 9 octobre, un lundi matin. Je dormais encore. Enfin, j'essayais de dormir parce que ces dernières semaines, je souffrais d'insomnie terrible. Quand j'ai entendu des coups frénétiques à la porte. Des coups si violents que j'ai cru qu'il y avait le feu. Je me suis levée en vitesse, j'ai enfilé ma robe de chambre et j'ai descendu les escaliers aussi vite que mes vieilles jambes me le permettaient. J'ai ouvert la porte. Yves était là, les cheveux en bataille, le visage blême. Il transpirait malgré la fraîcheur de l'aube. « Madame Valmont, il faut que vous voyiez ça, tout de suite. » Sa voix tremblait. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Yves est un homme calme, posé. Là, il était au bord de la panique. « Qu'est-ce qui se passe? Les chiens vont bien? » « Oui, les chiens vont bien. Mais, venez, s'il vous plaît. » Il m'a attrapé par le bras et m'a entraîné vers son pavillon. Nous avons traversé le jardin encore couvert de rosée. Le soleil se levait à peine, teintant le ciel de rose pâle. Autour de nous, tout était silencieux. Solange dormait encore, ou du moins, je le croyais. Dans le pavillon de Yves, il m'a fait asseoir sur une chaise en bois. Il a sorti son téléphone, un vieux smartphone à l'écran fissuré, et il a cherché dans ses fichiers avec des doigts fébriles. J'ai vérifié les images de la caméra ce matin, celle du cellier. Et il a hésité, comme s'il cherchait les mots justes. « Et quoi, Yves? Regardez. » Il m'a tendu le téléphone. Sur l'écran, une vidéo en noir et blanc. L'horodatage indiquait 03h47, le 7 octobre. 2 jours plus tôt. Au début, je n'ai rien compris. On voyait le cellier, faiblement éclairé par la lumière infrarouge de la caméra. Les chiens dormaient dans leur panier. Puis une porte s'est ouverte. Pas la porte qui donne sur l'extérieur. Non. La porte intérieure, celle qui relie le cellier à la maison. Et Solange est entrée. Ma fille. Ma petite fille. Elle portait un pyjama et des pantoufles. Elle tenait une lampe de poche. Elle s'est dirigée non pas vers les chiens, mais vers le fond du cellier, là où se trouve la petite porte qui mène à mon bureau. Mon bureau. Cette pièce où je garde mes documents importants, mon ordinateur, mes papiers de banque, la pièce que je ferme toujours à clé. Mais Solange avait une clé. Je l'ai vue ouvrir la porte, entrer dans mon bureau, allumer sa lampe de poche.
La caméra ne couvrait pas l'intérieur du bureau, mais on la voyait disparaître pendant plusieurs minutes. Puis elle est ressortie, a refermé soigneusement la porte, et elle est repartie par où elle était venue. Continuez à regarder, a murmuré Yves. Il a fait défiler les images. Même scène le lendemain. 03h52. Solange entrait de nouveau. Cette fois, elle avait un sac en plastique à la main. Elle est restée presque 20 minutes dans mon bureau. Quand elle est ressortie, le sac était vide. Et ça. Yves a sélectionné une autre vidéo. Celle-ci datait de la veille, le 8 octobre. 02h33. Solange encore. Mais cette fois, elle ne s'est pas dirigée vers mon bureau. Elle est allée vers l'armoire à pharmacie que je garde dans le cellier, où je stocke les médicaments pour les chiens, mais aussi mes propres médicaments. Ceux pour mon cœur, ma tension, mes douleurs articulaires. Elle a ouvert l'armoire, sorti plusieurs flacons, les a examinés sous la lumière de sa lampe, puis elle a pris quelque chose dans sa poche, d'autres flacons apparemment, et elle a échangé les contenus. Elle a versé des comprimés d'un flacon dans un autre, méticuleusement, en comptant. Puis elle a tout remis en place, refermé l'armoire, et elle est partie. Mes mains sont devenues glacées. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Yves, qu'est-ce que... Je ne sais pas, madame, mais ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Il a fait défiler d'autres vidéos. Il y en avait 5 en tout, étalées sur une semaine. Toujours la nuit. Toujours ma fille. Toujours ses gestes furtifs, calculés. J'ai aussi réussi à capter du son sur certaines séquences, a dit Yves. La caméra n'est pas terrible, mais... Écoutez. Il a monté le volume. On entendait des bruits de pas, des froissements. Puis une voix. La voix de Solange. Elle était au téléphone. Elle chuchotait, mais on l'entendait quand même. Oui, elle signera. Je m'en occupe. La procuration sera prête avant Noël. Après, tu pourras vendre. Un silence. Non. Elle ne se doute de rien. Elle est vieille, Julien. Elle prend des médicaments tous les jours. Si je les remplace petit à petit, elle sera confuse, désorientée. Le notaire ne posera pas de questions. Ma vision s'est brouillée. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Yves m'a rattrapée par le bras. « Madame, asseyez-vous. Respirez. Elle veut me... » Je n'arrivais pas à finir ma phrase. Les mots restaient coincés dans ma gorge, comme des pierres. Yves s'est agenouillé devant moi. Son visage était grave, ses yeux remplis d'une détermination farouche. « Madame Valmont, votre fille est dangereuse. Je ne sais pas ce qu'elle prépare exactement, mais elle est en train de vous manipuler. Elle vous drogue, elle fouille vos affaires, elle complote avec quelqu'un pour vous voler votre maison. Vous devez partir. Quitter cette ville. Aller chez des amis, de la famille, tout de suite, aujourd'hui même. Partir ? Le mot me semblait absurde. Partir de chez moi ? Fuir ma propre fille ? Je ne peux pas, c'est ma fille, Yves, c'est mon enfant. Votre enfant est un monstre. Il avait dit ça d'une voix dure, cassante. Ses yeux brillaient de colère et de peur mêlée. Elle vous tuera si vous restez, ou elle vous brisera suffisamment pour que vous lui donniez tout ce que vous avez. Et ensuite, elle disparaîtra. J'ai secoué la tête. Non, pas Solange. Pas ma petite fille que j'avais bercée, nourrie, aimée. Mais les images ne mentaient pas. Sa voix ne mentait pas. Je veux voir toutes les vidéos, ai-je murmuré. Toutes. Yves a acquiescé. Il m'a tout montré. Chaque séquence, chaque intrusion nocturne, chaque geste calculé. Et plus je regardais, plus je sentais quelque chose se briser en moi. Une fissure qui s'élargissait, lentement, inexorablement. À la fin, j'ai demandé à Yves de tout copier sur une clé USB. Il l'a fait sans poser de questions. Puis je suis rentrée à la maison, les jambes flageolantes, le cœur en miettes. Solange était debout dans la cuisine, en train de préparer du café. Elle m'a souri en me voyant. « Bonjour maman. Tu as bien dormi ?» J'ai serré la clé USB dans ma poche. J'ai répondu d'une voix que j'espérais normale. « Oui, ma chérie. Très bien. » Et je me suis assise à table face à ma fille, en sachant que plus rien ne serait jamais comme avant. J'ai passé les 3 jours suivants dans une sorte de brouillard. Je continuais à vivre normalement. Enfin, en apparence. Je préparais les repas, je souriais à Solange, je répondais à ses questions banales sur la météo ou les courses à faire. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était rompu. Chaque fois que je la regardais, je voyais les images de la caméra. Ma fille en train de fouiller mon bureau. Ma fille en train de manipuler mes médicaments. Ma fille en train de comploter au téléphone avec ce Julien, ce fantôme dont je ne savais rien. Le plus terrible, c'était de continuer à l'aimer malgré tout. Parce que je l'aimais encore, malgré les preuves accablantes, malgré la trahison, malgré la peur qui me tenaillait les entrailles.
Elle était ma fille, mon sang, ma chair. Comment peut-on cesser d'aimer son enfant? Mais je ne pouvais pas rester passive. J'ai commencé à observer Solange discrètement. Je notais ses allées et venues, les heures de ses appels téléphoniques, les moments où elle disparaissait dans sa chambre. J'ai aussi vérifié mes médicaments. J'ai pris les flacons de mon armoire, celles où Solange avait fouillé, et je les ai comparés à mes ordonnances. Certains ne correspondaient pas. Les comprimés pour ma tension artérielle, par exemple, ils étaient d'une couleur légèrement différente, plus pâle, et ceux pour mon cœur avaient une forme inhabituelle, plus allongée. J'ai eu un vertige. Elle avait vraiment échangé mes médicaments. Mais contre quoi? Des placebos? Ou pire? J'ai décidé de ne plus prendre aucun médicament de cette armoire. J'ai tout jeté dans un sac plastique que j'ai caché dans le fond de ma penderie. À la place, j'ai commencé à utiliser mes vieilles ordonnances pour racheter mes médicaments directement à la pharmacie du village, en prétextant que j'avais renversé mes flacons. La pharmacienne, Madame Leclerc, une femme ronde aux lunettes cerclées de rouge, m'a regardée bizarrement. « Vous allez bien, Madame Valmont? Vous avez l'air fatiguée. »« Oui, juste un peu de stress. Ma fille est rentrée à la maison, vous savez. »« Ah, Solange, je suis contente pour vous. Vous deviez vous sentir seule. Si elle savait. » J'ai aussi décidé de contacter Maître Fournier, notre notaire. C'était un homme de 65 ans, chauve, avec des lunettes à monture dorée et une voix grave qui inspirait confiance. Philippe et moi avions rédigé notre testament chez lui il y a 12 ans. Tout était simple. En cas de décès, l'intégralité de mes biens revenait à Solange. La maison, les comptes bancaires, les quelques placements que nous avions. Environ 850 000 € au total, selon la dernière estimation. Je l'ai appelée un matin pendant que Solange faisait semblant de dormir. Je dis « semblant », parce que j'avais remarqué qu'elle guettait mes moindres gestes, qu'elle écoutait mes conversations téléphoniques à travers les murs. « Maître Fournier, c'est Béatrice Valmont. J'aurais besoin de vous voir rapidement. »« Bien sûr, Madame Valmont. Un problème? » Je préfère en parler de vive voix. « Entendu. Demain, 14h, ça vous convient? » « Parfait. » J'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression d'être une espionne dans ma propre maison. Le lendemain, j'ai prétexté une visite chez le médecin pour sortir. Solange n'a pas protesté. Elle était sur son ordinateur, comme d'habitude, les écouteurs vissés sur les oreilles. Je suis partie au volant de ma vieille Peugeot 208, en prenant bien soin de vérifier dans le rétroviseur qu'elle ne me suivait pas. L'étude de Maître Fournier se trouvait dans le centre-ville d'Annecy, rue Sainte-Claire, au-dessus d'une boulangerie qui sentait bon le pain chaud. Je suis montée au premier étage, le souffle court. La secrétaire, une jeune femme brune au sourire poli, m'a fait entrer immédiatement. Maître Fournier m'attendait dans son bureau lambrissé de chaînes. Des étagères croulaient sous les dossiers et les codes juridiques. Une odeur de vieux papier et de café flottait dans l'air. « Madame Valmont, asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise dans le fauteuil en cuir face à son bureau. Mes mains tremblaient. Il l'a remarqué. « Vous avez l'air bouleversée. Que se passe-t-il? » J'ai sorti la clé USB de mon sac à main. « J'ai besoin que vous regardiez quelque chose. » Il a inséré la clé dans son ordinateur. J'ai attendu, les yeux fixés sur l'écran. Les vidéos se sont lancées les unes après les autres. Solange fouillant mon bureau. Solange manipulant mes médicaments. Solange au téléphone, parlant de procuration, de vente, de manipulation. Le visage de Maître Fournier s'est assombri au fur et à mesure. Quand la dernière vidéo s'est terminée, il a retiré la clé, s'est adossé à son fauteuil et a croisé les doigts sous son menton. « Madame Valmont, je dois d'abord vous dire quelque chose. Il y a 10 jours, votre fille est venue me voir. Mon sang s'est glacé. Elle prétendait agir en votre nom. Elle m'a dit que vous étiez fatigué, que vous aviez des pertes de mémoire, que vous souhaitiez lui donner procuration pour gérer vos affaires courantes. Elle avait même une lettre, soi-disant signée de votre main, m'autorisant à lui communiquer les détails de votre testament. Quoi? J'ai refusé, bien entendu. La lettre ne me semblait pas authentique. L'écriture était trop hésitante, trop différente de vos signatures habituelles. Et surtout, je connais les procédures. Pour une procuration de cette ampleur, il faut votre présence physique, un certificat médical et l'accord d'un juge si nécessaire. Je lui ai dit que je devais vous contacter directement. Elle est partie furieuse. Je ne pouvais plus respirer. La pièce tournait autour de moi. Elle a essayé de falsifier ma signature? J'en ai bien peur. Et au vu de ces vidéos, je pense que son plan est beaucoup plus élaboré. Elle veut probablement vous rendre docile, voire incapable de raisonner clairement, pour vous faire signer des documents légaux sous contrainte. Ensuite, elle pourra vendre la maison, vider vos comptes et disparaître. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça?
Maître Fournier m'a regardé avec une tristesse infinie. Les dettes, l'avidité, la peur, ou tout simplement la perte de repères moraux. Madame Valmont, je dois vous conseiller d'aller immédiatement à la gendarmerie. Ce que votre fille fait est criminel. C'est de la tentative d'escroquerie, de la manipulation, possiblement de l'empoisonnement. Empoisonnement. Le mot est sorti de ma bouche comme un souffle. Empoisonner sa propre mère. Ma petite fille. Celle que j'avais allaitée, bercée, protégée. Je vais copier ces vidéos et les conserver dans mon coffre comme preuve, a continué le notaire. Mais vous devez agir vite, avant qu'elle ne passe à l'acte. Je suis sortie de son bureau dans un état second. J'ai marché dans les rues d'Annecy sans vraiment voir où j'allais. Les façades colorées des maisons, les canaux bordés de saules, les touristes qui prenaient des photos du palais de Lille, tout ça me semblait irréel, comme un décor de théâtre. J'ai fini par m'asseoir sur un banc près du Thiou, la rivière qui traverse la vieille ville. L'eau était claire, presque transparente. Des cygnes glissaient lentement sur la surface. J'ai pensé à Philippe. Qu'aurait-il fait à ma place? Aurait-il eu le courage de dénoncer sa propre fille? Je me suis souvenu d'une phrase que le père Étienne avait prononcée lors d'une homélie, il y a quelques mois. Aimer quelqu'un, ce n'est pas accepter le mal qu'il fait. C'est justement avoir la force de dire non, même quand ça nous brise le cœur. J'ai pris ma décision. La gendarmerie d'Annecy se trouve avenue de Genève, dans un bâtiment moderne aux façades vitrées. Je m'y suis rendue le lendemain matin, après avoir prétexté à Solange que j'allais faire des courses à Chambéry. Elle ne m'a même pas regardée. Elle était plongée dans son téléphone, le visage fermé. À l'accueil, une jeune gendarme en uniforme m'a demandé la raison de ma visite. J'ai murmuré « Je voudrais porter plainte ». Elle m'a fait asseoir dans une salle d'attente austère, avec des murs blancs et des affiches sur la prévention routière. J'ai attendu 20 minutes qui m'ont semblé des heures. Puis un homme est venu me chercher. « Madame Valmont ? Je suis le capitaine Renaud. » C'était un homme d'une 50aine d'années, grand, les tempes grisonnantes, le regard intelligent. Il m'a conduite dans un bureau au premier étage. Un bureau simple, fonctionnel, un bureau métallique, 2 chaises, un ordinateur, une photo de famille sur une étagère. « Asseyez-vous, madame. Que puis-je faire pour vous ?» J'ai sorti la clé USB. J'ai tout expliqué. Le retour mystérieux de Solange, ses comportements étranges, les vidéos prises par Yves, les médicaments échangés, la tentative de falsification de signature chez le notaire. Ma voix tremblait, parfois elle se brisait complètement. Le capitaine Renaud prenait des notes, posait des questions précises, méthodiques. « Et vous dites que vous avez ressenti des symptômes inhabituels ces dernières semaines? » « Oui, des vertiges, des pertes de mémoire, une fatigue extrême. Il faut que vous fassiez des analyses toxicologiques immédiatement. Je vais vous donner l'adresse d'un laboratoire médical de confiance. Ils pourront rechercher des traces de substances dans votre sang. » Il a visionné les vidéos. Son visage était resté impassible, mais je voyais ses mâchoires se serrer. « C'est très grave, Madame Valmont. Si ces images sont authentiques, et je n'ai aucune raison d'en douter, votre fille a commis plusieurs délits, violation de domicile, vol, tentative d'escroquerie et potentiellement administration de substances nuisibles. Nous devons ouvrir une enquête. Mais elle est ma fille. Je comprends. Mais la loi ne fait pas de différence. Si elle représente un danger pour vous, nous devons intervenir. Un danger. Le mot résonnait dans ma tête comme une sentence. Madame, je dois aussi vous poser une question délicate. Savez-vous ce que votre fille faisait à Paris avant de revenir chez vous? Non, elle refuse d'en parler. Alors permettez-moi de vous éclairer. Il s'est tourné vers son ordinateur, a tapé quelques mots. Puis il a pivoté l'écran vers moi. Voici le dossier de Solange Valmont dans nos fichiers. Sur l'écran, une photo de Solange. Plus jeune, les cheveux courts, le regard dur. En dessous, une série de lignes dactylographiées. Je me suis penchée pour lire. Solange Marie Valmont, née le 14 mars 1996 à Annecy. Interpellation NISE 1, 23 janvier 2023, Paris 16e. Motif, escroquerie à la confiance. Mise en examen puis relax faute de preuves. Interpellation non degré 2, 12 août 2023, Paris 8e. Motif, usurpation d'identité et détournement de fonds. Victime, Monsieur Henri Lerouge, 78 ans. Montant détourné, 43 000 €. Affaire classée sans suite, victime ayant retiré sa plainte. Signalement actif. Suspecté d'appartenir à un réseau d'escroquerie ciblant les personnes âgées. Mon cœur s'est arrêté. Un réseau d'escroquerie, ciblant les personnes âgées. Comme moi. Vous êtes en train de me dire que ma fille est une criminelle? Techniquement, elle n'a jamais été condamnée. Mais oui,
Elle figure dans nos fichiers comme une personne dangereuse. Elle a échappé à la justice à 2 reprises grâce à des vices de procédure ou à des victimes qui ont retiré leur plainte, probablement sous pression. Sous pression. Madame, votre fille ne travaille pas seule. Nous soupçonnons qu'elle est manipulée, ou qu'elle collabore, avec un certain Julien Darcourt, un escroc notoire, recherché pour blanchiment d'argent et extorsion. Nous pensons qu'il dirige un réseau qui recrute des jeunes gens endettés, vulnérables, et les pousse à escroquer leurs proches. Mais pourquoi elle? Pourquoi Solange? Ma voix était devenue un cri rauque. Le capitaine Renaud a posé une main sur mon bras. Un geste simple, paternel. Parce qu'elle avait des dettes. Parce qu'elle était fragile après la mort de votre mari. Parce que ces gens-là savent repérer les failles. Et ils les exploitent. J'ai éclaté en sanglots. Toute la tension accumulée, toute la peur, toute la douleur, tout ça est sorti d'un coup, en vagues incontrôlables. Je pleurais pour ma fille, pour celle qu'elle avait été, pour celle qu'elle était devenue. Je pleurais pour moi, pour ma naïveté, pour mon aveuglement. Le capitaine Renaud m'a tendu une boîte de mouchoirs en papier. « Prenez votre temps. » Quand j'ai réussi à me calmer, il a repris « Madame Valmont, nous allons mener une enquête discrète. Nous devons réunir suffisamment de preuves pour interpeller à la fois votre fille et ce Julien Darcourt. Mais pour ça, j'ai besoin de votre coopération. Vous devez rentrer chez vous, continuer à vivre normalement et ne rien laisser paraître. Si Solange se doute que vous savez, elle risque de précipiter les choses ou de s'enfuir. Vous voulez que je fasse semblant de rien? Que je vive sous le même toit qu'elle en sachant qu'elle veut me... Je sais que c'est extrêmement difficile, mais c'est le seul moyen de la prendre en flagrant délit. Combien de temps? Quelques jours. 1 semaine au maximum. Nous allons placer votre maison sous surveillance discrète, installer des micros dans les pièces communes et suivre les communications de Solange. Dès que nous aurons assez de preuves, nous interviendrons. J'ai acquiescé faiblement. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Et pour les analyses toxicologiques, rendez-vous au laboratoire bioéthique, avenue de Chambéry. Dites que vous venez de ma part. Ils feront une prise de sang et des tests urinaires complets. Les résultats prendront 48 heures. Je suis sortie de la gendarmerie avec la sensation d'avoir 100 ans. Mes jambes me portaient à peine. J'ai fait les analyses dans la foulée, dans un laboratoire aseptisé où une infirmière au regard compatissant m'a fait asseoir sur un fauteuil en cuir. Elle a planté l'aiguille dans mon bras sans que je sente quoi que ce soit. J'étais déjà tellement engourdie à l'intérieur. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Solange dans la cuisine. Elle préparait du thé. Elle m'a souri. « Ça va, maman? Tu as l'air fatiguée. » « Oui. Les courses m'ont épuisée. Tu veux que je te prépare quelque chose? Un thé? » « Non, merci, ma chérie. Je vais me reposer un peu. » Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et je me suis effondrée sur mon lit, le visage enfoui dans l'oreiller pour étouffer mes sanglots. Les 2 jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Je voyais Solange sous un jour nouveau. Chacun de ses gestes me semblait suspect. Quand elle me servait un verre d'eau, je me demandais ce qu'elle avait mis dedans. Quand elle me proposait de m'aider, je cherchais le piège. Je dormais à peine, terrorisée à l'idée qu'elle entre dans ma chambre pendant la nuit. Les résultats des analyses sont arrivés le 3e jour. Le capitaine Renaud m'a appelé directement. « Madame Valmont, les résultats sont positifs. Nous avons trouvé des traces importantes de benzodiazépine dans votre sang. Ce sont des tranquillisants puissants, prescrits normalement pour l'anxiété sévère. À forte dose, ils provoquent confusion, perte de mémoire, somnolence. Vous n'en prenez pas normalement, n'est-ce pas? Non, jamais. Alors il n'y a aucun doute. Votre fille vous droguait, probablement en ajoutant ces substances à vos médicaments habituels ou à votre nourriture. L'objectif était de vous rendre vulnérable, malléable. J'ai fermé les yeux. Ma propre fille m'empoisonnait, lentement, méthodiquement. Nous avons aussi intercepté plusieurs communications entre Solange et Julien Darcourt. Ils prévoient de passer à l'acte dans les prochains jours. Apparemment, Darcourt a des créanciers qui le pressent. Il a menacé Solange de tout faire sauter si elle ne livrait pas rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont précipiter les choses, probablement vous faire signer des documents sous contrainte, ou même... Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. Je comprenais. Nous allons intervenir demain soir. Nous avons installé des micros dans votre salon et votre cuisine. Si Solange ou Darcourt disent quoi que ce soit d'incriminant, nous aurons tout sur enregistrement. Et nous les interpellerons immédiatement. Demain soir. Oui, je sais que c'est difficile. Mais tenez bon encore 24 heures. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Le soir même, Solange est venue frapper à ma porte. « Maman, je peux entrer ?»
Oui, elle est entrée. Un plateau à la main, une tisane fumante, quelques biscuits. Je t'ai préparé une infusion. Tu sembles tellement fatiguée ces derniers temps. Elle a posé le plateau sur ma table de chevet. La tisane sentait la camomille et le miel. Mais je ne la toucherai pas. Pas maintenant. Plus jamais. Merci, ma chérie. C'est gentil. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Elle a pris ma main dans la sienne. Ses doigts étaient froids. Maman, il faut que je te parle de quelque chose. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. De quoi? J'ai des problèmes financiers. Des dettes importantes. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais là, je n'ai plus le choix. J'ai besoin d'argent. Vite. Elle me regardait droit dans les yeux. Un regard suppliant, presque enfantin. Combien? 50 000 euros. La somme m'a coupé le souffle. 50 000? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Des erreurs. Des mauvais choix. Maman, je t'en supplie. Si je ne rembourse pas, ils vont me faire du mal. Qui? Qui va te faire du mal? Des gens dangereux. S'il te plaît. Elle pleurait maintenant, de vraies larmes. Ou peut-être fausses. Je ne savais plus. Solange, je ne peux pas te donner une telle somme comme ça. Il faut qu'on en parle calmement, qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas de temps! Elle avait crié. Son visage s'était durci. L'espace d'un instant, j'ai vu quelqu'un d'autre. Quelqu'un de froid, de calculateur. Puis elle s'est ressaisie. Elle a essuyé ses larmes. Pardon. Je suis désolée. Je suis juste paniquée. Oublie ce que j'ai dit. On en reparlera demain. Elle s'est levée, a quitté la chambre. J'ai entendu ses pas dans le couloir, puis la porte de sa chambre qui claquait. J'ai attendu 10 minutes. Puis j'ai versé la tisane dans le lavabo de ma salle de bain. Le liquide brun a disparu dans le tuyau d'évacuation en spirale lente. Le lendemain soir, tout a basculé. J'étais dans le salon, en train de lire. Ou plutôt de faire semblant de lire, parce que je ne pouvais pas me concentrer. Solange était dans la cuisine. Je l'entendais ouvrir et fermer les placards, sortir des casseroles. Elle préparait le dîner. À 19h30, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Solange est allée ouvrir. J'ai entendu des voix. Une voix masculine, grave, inconnue. « Bonsoir. » Entre. Elle est dans le salon. Des pas dans le couloir. Puis, un homme est apparu. La trentaine, brun, les cheveux gominés en arrière, un costume sombre bien coupé, un sourire faux sur les lèvres. « Madame Valmont, je présume? Je suis Julien, un ami de Solange. » Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée machinalement. Sa poignée de main était molle, désagréable. « Enchantée, » ai-je murmuré. Solange est apparue derrière lui. Son visage était tendu, anxieux. « Julien voulait te rencontrer, maman. Il va nous aider avec les dettes dont je t'ai parlé hier. » Julien s'est assis dans le fauteuil en face de moi, sans y avoir été invité. Il a croisé les jambes, ajusté sa cravate. « Madame Valmont, Solange m'a beaucoup parlé de vous. Vous avez une très belle propriété. » « Merci. » Solange m'a aussi expliqué sa situation financière. C'est délicat, très délicat. Mais j'ai une solution. Il a sorti une enveloppe de sa poche, il l'a posée sur la table basse entre nous. Voici des documents. Une procuration générale qui permettra à Solange de gérer vos biens pendant que vous reposez. Vous n'avez plus l'âge de vous occuper de tout ça, n'est-ce pas? Les factures, les impôts, la banque. C'est fatigant. J'ai regardé l'enveloppe sans la toucher. Je ne comprends pas. Pourquoi aurais-je besoin d'une procuration? Parce que vous êtes fatiguée, madame. Très fatiguée. Solange me dit que vous avez des pertes de mémoire, des vertiges. C'est normal à votre âge. Il vaut mieux prévenir que guérir. Sa voix était doucereuse, mais ses yeux étaient durs comme de l'acier. Et si je refuse? Le sourire de Julien s'est élargi. Eh bien, ce serait dommage, pour tout le monde. Il a regardé Solange. Elle a baissé les yeux. Solange, tu ne veux pas expliquer à ta mère? Elle a pris une inspiration tremblante. Maman, si tu ne signes pas, Julien va. Il va dire à la police que tu as détourné de l'argent. Il a des faux documents qui prouvent que tu as escroqué des gens. Tu iras en prison. Quoi? Ce sont des mensonges, bien sûr. Mais les preuves ont l'air vraies. Et à ton âge, avec ta santé fragile, tu ne supporterais pas un procès. C'était du chantage. Pur et simple. Je les ai regardés tous les deux. Ma fille et ce monstre. Et j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Vous êtes en train de me menacer. Julien a haussé les épaules. Appelez ça comme vous voulez. Signez les papiers et tout se passera bien. Refusez et les choses deviendront compliquées. J'ai senti la rage monter en moi.
Une rage froide, dévastatrice. Sortez de chez moi. Pardon? J'ai dit, sortez de chez moi, tout de suite. Julien s'est levé lentement. Son sourire avait disparu. Vous faites une erreur, madame. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir appelé la police plus tôt. Et à cet instant précis, la porte du salon s'est ouverte à la volée. 4 gendarmes en uniforme sont entrés, armes au poing. Derrière eux, le capitaine Renaud. Julien Darcourt, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'extorsion, escroquerie et association de malfaiteurs. Solange Valmont, vous êtes également en état d'arrestation pour les mêmes chefs d'accusation, ainsi que pour administration de substances nuisibles. Tout s'est passé très vite. Julien a essayé de fuir par la porte-fenêtre, mais 2 gendarmes l'ont plaqué au sol. Solange est restée figée, le visage blanc comme un linge. Les menottes ont claqué autour de leurs poignets. Et puis Solange s'est tournée vers moi. Nos regards se sont croisés. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a brisée. Non pas du repentir, non pas de la honte, mais de la rage. Une rage pure, brûlante. Tu ne comprends pas, maman. Je n'avais pas le choix. Pas le choix. Elle hurlait maintenant, tandis que les gendarmes l'entraînèrent vers la sortie. C'est ta faute. Si papa n'était pas mort, si tu ne m'avais pas abandonnée. Je ne t'ai jamais abandonnée. Tu m'as laissée seule, toujours seule. Puis elle a disparu. Emmenée. Partie. Je me suis effondrée dans le fauteuil. Le capitaine Renaud s'est agenouillé à côté de moi. Madame Valmont, c'est fini. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais je ne me sentais pas en sécurité. Je ne me sentais rien du tout. Juste vide. Terriblement vide. Les gendarmes ont fouillé la maison. Ils ont trouvé d'autres preuves dans la chambre de Solange. Des faux documents administratifs à mon nom, des copies de mon testament annoté, des messages échangés avec Julien détaillant leur plan étape par étape. Dans son ordinateur, ils ont découvert des dizaines de fichiers sur d'autres victimes potentielles, des personnes âgées, toutes seules, toutes vulnérables. Le capitaine Renaud m'a montré l'un de ces fichiers. C'était une photo de moi, prise à mon insu. En dessous, des notes manuscrites. Valmont Béatrice, 66 ans, veuve, fortune estimée 850 €. Pas de famille proche. Isolée, cible prioritaire. Cible. J'étais devenue une cible pour ma propre fille. Nous avons aussi retrouvé les médicaments qu'elle vous administrait, a ajouté le capitaine. Du Xanax et du Valium, achetés illégalement sur Internet. À ces doses, vous auriez pu faire un accident vasculaire. Ou pire. Yves est arrivé quelques minutes plus tard, alerté par le bruit des sirènes. Quand il m'a vu effondré dans le salon, il s'est précipité vers moi. « Madame, mon Dieu, madame, c'est fini, Yves. Ils l'ont arrêté. » Il s'est assis à côté de moi. Il a pris ma main dans la sienne, une main calleuse, rassurante. « Je suis désolée, tellement désolée. Vous m'avez sauvée. Si vous n'aviez pas installé cette caméra, n'importe qui aurait fait pareil. Mais non, pas n'importe qui. Yves avait vu le mal là où j'avais vu de l'amour. Il avait eu le courage d'agir là où j'avais hésité. Le capitaine Renaud nous a laissés seuls après m'avoir remis une convocation pour déposer une plainte officielle le lendemain. Reposez-vous, madame, vous avez vécu un traumatisme considérable. Si vous avez besoin d'un soutien psychologique, nous pouvons vous orienter. Un soutien psychologique. Comme si des mots pouvaient réparer ce qui venait de se briser. Quand tout le monde est parti, quand la maison est redevenue silencieuse, je suis montée dans ma chambre. Je me suis agenouillée devant la petite statue de la Vierge sur ma commode. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas su quoi prier. Pardonner? Comment pardonner l'impardonnable? Comprendre? Comment comprendre la trahison d'un enfant? Continuer? Comment continuer à vivre en sachant que celle que j'aimais le plus au monde avait voulu ma mort? Je suis restée là, à genoux, les mains jointes, sans qu'aucun mot ne sorte. Juste un silence immense, douloureux. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas seulement mon cœur, quelque chose de plus profond. Ma foi, peut-être, ou ma capacité à croire en la bonté des êtres humains. Dehors, la nuit était tombée sur Annecy. Les chiens aboyaient doucement dans le cellier. La vie continuait, indifférente à mon effondrement. Et moi, Béatrice Valmont, 66 ans, veuve et mère d'une criminelle, je restais agenouillée dans le noir, incapable de pleurer, incapable de prier, incapable de comprendre comment j'en étais arrivée là. Les premières 48 heures après l'arrestation de Solange ont été les plus longues de ma vie. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas. Je restais assise dans le salon, le regard vide, à fixer le fauteuil où Julien s'était assis, là où tout avait basculé. Yves venait frapper à ma porte toutes les 2 heures, m'apportant du thé, des tartines, des fruits. Je touchais à peine à tout ça. « Madame, vous devez manger.
Vous devez prendre soin de vous. Je ne peux pas, Yves. Je n'ai pas faim. Alors buvez au moins. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Il s'asseyait avec moi, en silence, sa simple présence étant la seule chose qui m'empêchait de sombrer complètement. Les chiens venaient de se coucher à mes pieds, leur museau chaud contre mes chevilles. Oslo, le plus vieux, posait sa tête sur mes genoux et me regardait avec des yeux humides, comme s'il comprenait. Le téléphone sonnait constamment. Des journalistes, le capitaine Renaud, maître Fournier. Je ne répondais à personne. Yves finissait par décrocher et dire que j'étais indisponible. Madame Valmont traverse une épreuve terrible. Elle vous recontactera quand elle sera prête. Le 3e jour, le capitaine Renaud s'est présenté à ma porte. Il n'a pas attendu que je lui ouvre, il est entré directement avec Yves qui avait les clés. Madame Valmont. Je l'ai regardé sans répondre. Il s'est assis en face de moi, posément. Je comprends que vous soyez bouleversé. Mais j'ai besoin que vous veniez à la gendarmerie pour finaliser votre déposition. C'est important pour la suite de l'enquête. La suite. Quelle suite? Elle est en prison, non? C'est fini? Oui et non. Solange et Julien Darcourt sont en détention provisoire. Mais nous devons constituer un dossier solide pour le procès. Et pour ça, nous avons besoin de votre témoignage complet. Des détails que vous seul pouvez fournir. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je sais que c'est difficile, mais c'est nécessaire. Pour vous. Et pour toutes les autres victimes potentielles de ce réseau. D'autres victimes. Je n'avais pas pensé à ça. Combien de personnes Solange et Julien avaient-ils escroquées avant moi? Combien de familles avaient-ils détruites? J'ai fini par accepter. Le lendemain matin, Yves m'a conduite à la gendarmerie. J'étais dans un état second, incapable de vraiment ressentir quoi que ce soit. Le capitaine Renaud m'a installée dans une salle d'interrogatoire et a enregistré ma déposition pendant 3 heures. Il m'a posé des questions sur tout. Le retour de Solange, ses comportements, les appels nocturnes, mes symptômes physiques, la découverte des vidéos. Je répondais d'une voix monocorde, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. À un moment, il m'a montré des photos. Des captures d'écran de messages entre Solange et Julien. Je les ai lues, la gorge serrée. Solange, elle commence à se douter de quelque chose. Elle m'observe bizarrement. Julien, augmente les doses, rend-la plus confuse. Solange, et si ça la tue? Julien, ce serait même mieux. Héritage direct. Pas besoin de procuration. Solange, je ne peux pas tuer ma mère, Julien. Julien, tu peux, tu dois. Sinon, c'est toi qui vas mourir. Mes créanciers ne plaisantent pas. Solange, d'accord, je vais le faire. J'ai repoussé les photos. Mes mains tremblaient violemment. Elle était vraiment prête à... Oui, si nous n'étions pas intervenus, je pense qu'elle aurait fini par passer à l'acte. Julien Darcourt la manipulait, la menaçait. Il avait une emprise psychologique totale sur elle. Mais elle a choisi. Elle a dit oui. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle sera jugée. Après la déposition, le capitaine Renaud m'a accompagnée jusqu'à la sortie. Il m'a tendu une carte. C'est le numéro d'une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle travaille avec nos services. Je vous encourage vraiment à la contacter. Ce que vous avez vécu. Personne ne devrait avoir à traverser ça seul. J'ai pris la carte machinalement. Docteur Nathalie Berger, psychologue clinicienne. Une adresse à Annecy. Je vais y réfléchir. S'il vous plaît, faites-le. 2 semaines après l'arrestation, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche adressée à mon nom, postée depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pas de nom d'expéditeur, mais je savais. Je savais immédiatement. J'ai tenu l'enveloppe pendant 1 heure sans l'ouvrir. J'étais assise dans la cuisine, la lettre posée devant moi sur la table. Yves était là, en train de réparer un volet dans le couloir. Les chiens dormaient dans le cellier. Tout était calme. Trop calme. Finalement, j'ai décacheté l'enveloppe. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai déchiré le papier en plusieurs endroits. À l'intérieur, 2 pages manuscrites. L'écriture de Solange. Une écriture que je reconnaissais entre mille, celle que j'avais vue se former sur ses cahiers d'école primaire, sur ses devoirs de collège, sur la carte d'anniversaire qu'elle m'avait offerte pour mes 50 ans. J'ai commencé à lire. « Maman, je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi. Je sais que je t'ai fait du mal. Pire que du mal. Je t'ai trahi de la pire façon possible. Et je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches certaines choses. Pas pour me justifier. Il n'y a aucune justification à ce que j'ai fait. Mais pour que tu comprennes comment j'en suis arrivée là. Quand papa est mort, quelque chose s'est brisé en moi. J'avais 21 ans. J'étais à Paris, loin de vous. Et je me sentais tellement seule. Je n'ai pas su gérer. J'ai commencé à sortir, à boire, à fréquenter des gens que je n'aurais jamais dû fréquenter. J'ai abandonné mes études.
J'ai perdu mon stage, j'ai accumulé des dettes, et puis j'ai rencontré Julien. Il était charmant au début, attentionné. Il me disait que j'étais belle, intelligente, qu'il allait m'aider à remonter la pente. Mais c'était un mensonge. Tout était un mensonge. Il m'a entraînée dans son réseau d'escroquerie. Il m'a appris à manipuler les gens, à voler, à mentir. Et quand j'ai voulu partir, il m'a menacée. Il m'a dit qu'il avait des preuves contre moi, qu'il m'enverrait en prison si je ne lui obéissais pas. J'ai essayé de m'échapper. J'ai changé de ville, de numéro de téléphone. Mais il me retrouvait toujours. Et mes dettes ne faisaient que grossir. J'ai été arrêtée 2 fois. La honte était insupportable. Je ne pouvais pas t'en parler. Je ne pouvais pas te décevoir encore plus. Alors quand Julien m'a dit de revenir à la maison, de me rapprocher de toi, de gagner ta confiance pour accéder à ton argent, j'ai dit oui. Parce que j'avais peur. Parce que je ne voyais pas d'autre solution. Parce que je pensais qu'une fois que tout serait fini, je pourrais enfin être libre. Mais maman, il faut que tu saches, je ne t'ai jamais haï. Même quand je faisais ces choses horribles, même quand je te droguais, même quand je fouillais tes affaires, une partie de moi pleurait. Une partie de moi voulait tout arrêter, tout avouer, te supplier de m'aider. Mais Julien était toujours là, au téléphone, dans mes pensées. Il me disait que si je ne le faisais pas, il s'en prendrait à toi directement, qu'il viendrait la nuit et qu'il... Je ne peux même pas écrire ce qu'il disait. J'avais peur pour toi, peur pour moi, peur de tout. Quand les gendarmes sont arrivés ce soir-là, j'ai ressenti un soulagement immense. C'était fini. Je n'avais plus à faire semblant. Je n'avais plus à mentir, même si ça voulait dire aller en prison. Aujourd'hui, je suis dans une cellule. Je partage avec 2 autres femmes. L'une a tué son mari, l'autre a escroqué sa propre sœur. Nous sommes toutes les 3 des monstres, d'une façon ou d'une autre. Mais au moins, ici, je n'ai plus à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Mon avocate dit que je risque entre 5 et 10 ans de prison. Tentative d'empoisonnement, escroquerie en bande organisée, falsification de documents. Julien, lui, risque 15 ans. Il a craqué pendant l'interrogatoire. Il a tout balancé. Toutes les victimes, tous les complices. Il espère obtenir une réduction de peine. Moi aussi, j'ai tout dit, parce que je voulais que ça s'arrête. Maman, je ne te demande pas de venir me voir. Je ne te demande pas de m'écrire. Je sais que je ne mérite rien de toi. Mais si un jour, dans plusieurs années, quand je sortirai de prison, si un jour tu trouves dans ton cœur la possibilité de me pardonner, même un tout petit peu, alors peut-être que je pourrai me pardonner moi-même. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et c'est justement pour ça que ce que j'ai fait est si impardonnable. Ta fille, Solange. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais étrangement calme. J'ai relu certains passages. Je ne t'ai jamais haï. Je t'aime. Des mots si faciles à écrire. Mais pouvait-il effacer les actes? Yves est entré dans la cuisine à ce moment-là. Il a vu la lettre. C'est elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle regrette, qu'elle avait peur, qu'elle a été manipulée. Yves s'est assis en face de moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et vous? Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas. De la colère, de la tristesse, de la pitié. Tout ça en même temps. Elle dit qu'elle m'aime, mais l'amour ne fait pas ça. L'amour n'empoisonne pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne trahit pas. C'est vrai, mais en même temps, elle est ma fille, mon enfant. Et peu importe ce qu'elle a fait, je ne peux pas effacer ça. Vous n'avez pas à l'effacer. Vous avez juste à décider ce que vous voulez faire maintenant. Je ne sais pas ce que je veux. Et c'était la vérité. Je ne savais plus rien. 3 semaines après avoir reçu la lettre de Solange, j'ai finalement appelé le numéro sur la carte que le capitaine Renaud m'avait donné. Docteur Nathalie Berger. Sa voix au téléphone était douce, apaisante. Madame Valmont, je suis contente que vous ayez décidé de m'appeler. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Voulez-vous qu'on se rencontre pour en discuter? Sans engagement. Juste une conversation. J'ai accepté. Son cabinet se trouvait rue de la République, au cœur d'Annecy, dans un vieil immeuble aux façades colorées. La salle d'attente était lumineuse, avec des plantes vertes et des fauteuils confortables. Ça sentait la lavande. Docteur Berger était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux courts poivre et sel, des lunettes rondes, un sourire chaleureux. Elle m'a fait entrer dans son bureau. Une pièce sobre, avec un canapé en tissu beige, une bibliothèque remplie de livres, une fenêtre donnant sur le canal. « Asseyez-vous où vous voulez. » Je me suis installée sur le canapé. Elle s'est assise dans un fauteuil en face de moi, un carnet sur les genoux. « Racontez-moi.
Prenez votre temps. » Et j'ai parlé. Pour la première fois depuis l'arrestation de Solange, j'ai vraiment parlé. J'ai tout raconté. La mort de Philippe, le retour de Solange. Les signes inquiétants, les vidéos, l'empoisonnement, l'arrestation, la lettre, les émotions contradictoires qui me déchiraient. Docteur Berger m'écoutait sans m'interrompre, hochant parfois la tête, prenant des notes discrètement. Quand j'ai fini, elle a posé son carnet. « Madame Valmont, ce que vous avez vécu s'appelle un traumatisme de trahison. C'est l'une des blessures psychologiques les plus profondes qui existent. Être trahi par quelqu'un qu'on aime, c'est une rupture fondamentale de la confiance. Et quand cette personne est notre enfant, c'est encore plus dévastateur. Je ne sais plus si je peux lui faire confiance un jour. Vous n'êtes pas obligé. La confiance se mérite. Elle se reconstruit. Ça prend du temps. Des années, parfois. Mais elle dit qu'elle m'aime. Et vous la croyez? J'ai hésité. Je veux la croire. Mais les actes disent autre chose. Oui. Madame Valmont, l'amour et la trahison peuvent coexister. Votre fille peut vraiment vous aimer tout en ayant fait des choses terribles. L'être humain est complexe. On peut aimer quelqu'un et lui faire du mal en même temps. Surtout quand on est sous emprise, quand on a peur, quand on est désespéré. Alors comment je fais? Comment je vis avec ça? En acceptant que la réalité soit compliquée. Que votre fille n'est ni un monstre absolu, ni une victime totale. Qu'elle a fait des choix, de mauvais choix, et qu'elle doit en assumer les conséquences. Mais ça ne signifie pas que vous devez l'effacer de votre cœur, ni que vous devez la pardonner tout de suite. Vous avez le droit de prendre votre temps, de ressentir ce que vous ressentez, la colère, la tristesse, la confusion. Et le pardon? Est-ce que je dois lui pardonner? Docteur Berger a réfléchi longuement avant de répondre. Le pardon n'est pas une obligation. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner par devoir ou par culpabilité. Le pardon est un cadeau, qu'on fait à l'autre, mais surtout qu'on se fait à soi-même, pour se libérer du poids de la rancœur. Mais ce cadeau, vous ne pouvez le donner que quand vous serez prête. Ça peut prendre des mois, des années, ou peut-être jamais, et c'est votre droit. Ces mots ont résonné en moi. Je suis sortie de son cabinet avec une sensation étrange. Pas de soulagement total, mais une petite ouverture. Une petite lumière dans l'obscurité. J'ai continué à voir Docteur Berger toutes les semaines. Petit à petit, j'ai commencé à dormir un peu mieux, à manger à nouveau, à sortir dans le jardin, à m'occuper des fleurs, à promener les chiens avec Yves. La vie reprenait lentement ses droits. 10 mois après l'arrestation de Solange, le procès a eu lieu. Tribunal correctionnel d'Annecy, début septembre. J'ai reçu une convocation en tant que victime et témoin. J'ai failli ne pas y aller. Docteur Berger m'avait prévenu que ce serait éprouvant. Vous allez la revoir. Vous allez entendre des choses difficiles. Vous avez le droit de ne pas y assister. Mais j'y suis allée. Parce que j'avais besoin de voir, de comprendre, de tourner la page. Yves m'a accompagnée. Nous sommes arrivés devant le tribunal, un bâtiment moderne en béton et verre. Une demi-heure avant l'audience. Il y avait des journalistes, des caméras. L'affaire avait fait du bruit. Le réseau d'escroquerie qui ciblait les personnes âgées. Une fille empoisonne sa mère pour hériter. Les gros titres étaient ignobles, réducteurs. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Des rangées de bancs en bois, une estrade pour les juges, un box pour les accusés. J'ai pris place au premier rang, réservé aux parties civiles. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et puis ils sont entrés. Julien d'abord, menottes au poignet, escorté par 2 gendarmes. Il avait maigri. Son costume était froissé. Il ne m'a pas regardé. Puis Solange. Mon cœur s'est arrêté. Elle portait un pantalon noir et un chemisier blanc. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle avait encore maigri, elle aussi. Son visage était pâle, creusé. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont écarquillés. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu ma petite fille. Celle qui avait 5 ans et qui courait dans le jardin en riant. Celle qui s'endormait dans mes bras en suçant son pouce. Puis l'image s'est effacée. Et j'ai revu celle qui m'avait droguée, qui m'avait menti, qui avait voulu me voler ma vie. Le procès a duré 3 jours. J'ai écouté les témoignages. Les enquêteurs qui détaillaient le réseau de Julien, les autres victimes qui racontaient comment elles avaient été escroquées, les experts psychiatriques qui analysèrent la personnalité de Solange. Personnalité fragile, facilement influençable, souffrant d'un syndrome d'emprise psychologique, mais consciente de ses actes. Mon tour est venu le 2e jour. On m'a fait monter à la barre. Le président du tribunal, un homme d'une 60aine d'années au regard sévère, m'a demandé de raconter ce qui s'était passé. J'ai parlé d'une voix tremblante. J'ai raconté les faits.
les vidéos, les médicaments, la trahison. Plusieurs fois, j'ai dû m'arrêter pour reprendre mon souffle. Solange pleurait dans le box des accusés. Elle cachait son visage dans ses mains. À la fin de mon témoignage, l'avocate de Solange, une femme jeune aux cheveux roux, m'a posé une question. « Madame Valmont, pensez-vous que votre fille vous aime ?» J'ai regardé Solange. Elle me fixait avec des yeux rouges, suppliants. Je pense qu'elle m'aimait, à sa façon. Mais l'amour ne suffit pas. Pensez-vous qu'elle mérite une seconde chance? J'ai senti toute la salle retenir son souffle. Même le président du tribunal me regardait intensément. Je pense qu'elle mérite de payer pour ce qu'elle a fait, et ensuite, elle devra se reconstruire. Mais je ne peux pas décider si elle mérite ou non une seconde chance. C'est à elle de le prouver. Par ses actes, pas par ses mots. Le 3e jour, les avocats ont plaidé. Le procureur a requis 12 ans de prison pour Julien, 8 ans pour Solange. L'avocat de Julien a plaidé l'emprise sur ses complices, les troubles psychologiques, la nécessité de clémence. L'avocate de Solange a insisté sur son jeune âge, sur l'emprise de Julien, sur son repentir sincère. Puis le tribunal s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu 2 heures. 2 heures interminables. Yves me tenait la main. Je fixais le sol, incapable de penser à quoi que ce soit. Enfin, les juges sont revenus. Tout le monde s'est levé. Le président a lu le verdict d'une voix solennelle. Julien Darcourt, vous êtes reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée, extorsion, blanchiment d'argent. Vous êtes condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Julien n'a pas bronché. Solange Valmont, vous êtes reconnu coupable de tentative d'empoisonnement, escroquerie, falsification de documents. Compte tenu de votre situation d'emprise psychologique, de votre absence d'antécédents graves et de votre collaboration avec la justice, vous êtes condamné à 6 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis. 6 ans, dont 2 avec sursis. Elle purgerait 4 ans, peut-être moins avec une réduction de peine pour bonne conduite. Solange a fondu en larmes, on l'a emmenée. Elle s'est retournée une dernière fois vers moi. Elle a articulé en silence. « Pardon, maman. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. 2 ans ont passé depuis le procès. Solange est en prison à Lyon. Elle m'écrit 1 fois par mois. Des lettres courtes, dans lesquelles elle me raconte sa vie quotidienne, ses activités en détention, ses progrès. Elle suit une thérapie. Elle a repris des études par correspondance. Elle dit qu'elle veut devenir assistante sociale pour aider les jeunes en difficulté, pour éviter qu'ils tombent comme elle est tombée. Je ne lui ai jamais répondu. Mais je garde toutes ces lettres dans une boîte en bois, sur ma commode, à côté de la statue de la Vierge. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre différente. Plus longue, plus personnelle. « Maman, je sais que tu ne m'as jamais répondu. Je comprends. Tu n'as aucune raison de le faire. Mais j'ai besoin de t'écrire quand même. Dans 2 ans, je sortirai de prison. J'ai peur. Peur de ce qui m'attend dehors. Peur de croiser des gens qui me jugeront. Peur de ne pas réussir à me reconstruire. Mais surtout, j'ai peur de ne jamais pouvoir réparer ce que j'ai brisé. Ma psychologue ici me dit que le pardon ne s'exige pas, qu'il se mérite, et que même si tu ne me pardonnes jamais, je dois apprendre à me pardonner moi-même. Mais comment se pardonner quand on a voulu détruire la personne qu'on aime le plus au monde? Je pense à toi tous les jours. Je me demande comment tu vas, si tu arrives à dormir, si tu as retrouvé la paix, si Yves prend toujours soin de toi et des chiens, si les pivoines fleurissent toujours au printemps dans le jardin. Je ne te demande pas de venir me voir, je ne te demande pas de m'écrire, mais si un jour, quand je sortirai, tu acceptais de me rencontrer, juste une fois, juste pour que je puisse te regarder dans les yeux et te dire en face combien je regrette. Alors peut-être que je pourrais avancer. Je t'aime, maman. Et cette fois, ce n'est pas juste des mots, c'est une promesse. La promesse de devenir quelqu'un que tu pourras peut-être, un jour, être fière d'appeler ta fille. Solange. J'ai relu cette lettre 10 fois, 20 fois. Je l'ai montrée à Dr Berger lors de notre séance hebdomadaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Je ne sais pas. Une partie de moi a envie de croire qu'elle a vraiment changé. Mais une autre partie a peur que ce soit encore de la manipulation. C'est normal d'avoir peur. La confiance ne se reconstruit pas en un jour. Alors qu'est-ce que je fais? Vous faites ce qui vous semble juste pour vous. Vous n'avez pas d'obligation envers elle. J'ai réfléchi pendant des jours, des nuits. J'ai prié. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment prié. Pas pour demander quoi faire, mais pour trouver la force d'écouter mon cœur. Et puis, hier, j'ai pris ma décision. J'ai sorti une feuille de papier, un stylo, et j'ai commencé à écrire. Solange,
J'ai reçu toutes tes lettres. Je les ai toutes lues. Et aujourd'hui, pour la première fois, je te réponds. Ces 2 dernières années ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai dû réapprendre à vivre, à dormir sans avoir peur, à faire confiance, à croire que le monde n'est pas entièrement peuplé de mensonges. Docteur Berger m'a beaucoup aidé. Yves aussi. Les chiens aussi, à leur façon. Tu me demandes si je peux te pardonner. La réponse est « je ne sais pas, pas encore ». Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on actionne, c'est un chemin. Long, douloureux, et je suis encore en train de le parcourir. Mais je veux te dire quelque chose. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la trahison, malgré la douleur, tu restes ma fille, et une partie de moi ne pourra jamais cesser de t'aimer, même si cet amour est blessé, même s'il est compliqué. Quand tu sortiras de prison, si tu veux me voir, je serai là. Pas parce que j'ai oublié, pas parce que j'ai pardonné, mais parce que je veux croire qu'il est possible de se reconstruire. Toi, moi, nous. Ça ne sera pas facile. Il y aura des silences difficiles, des mots qui ne viendront pas, des blessures qui mettront des années à cicatriser. Mais peut-être que c'est ça, la rédemption. Pas un grand geste spectaculaire, juste de petits pas, un jour à la fois. Continue ta thérapie, continue tes études, deviens la personne que tu veux être. Pas pour moi, pour toi. Parce que tu le mérites. Parce que même après tout ce qui s'est passé, je crois encore que les gens peuvent changer, que la lumière peut revenir après les ténèbres. Ton père aurait voulu que je te laisse une chance. Il croyait en la rédemption, en la possibilité de recommencer. J'essaie de croire aussi. Prends soin de toi, ma fille. Maman, j'ai posté la lettre ce matin. Mes mains tremblaient en la glissant dans la boîte aux lettres devant la poste d'Annecy. J'ai regardé l'enveloppe disparaître dans la fente métallique. Un geste si simple, et pourtant si lourd de conséquences. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Yves dans le jardin. Il taillait les rosiers, comme tous les vendredis. Les chiens couraient autour de lui, excités. Le soleil brillait, le lac scintillait au loin. Tout était paisible. « Vous avez l'air différente, madame », m'a-t-il dit en me voyant. Différente comment? Plus légère. Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, je me sentais un peu plus légère. Pas guérie. Pas délivrée de toute douleur, mais moins écrasée par le poids du passé. Je lui ai écrit « À Solange ». Yves a posé son sécateur. Il m'a regardée avec cette expression bienveillante qui le caractérisait. C'était la bonne décision? Je ne sais pas, mais c'était ma décision. Et pour le moment, ça me suffit. Il a souri. Philippe serait fier de vous. Ces mots ont résonné en moi. Philippe. Mon cher Philippe. Qu'aurait-il pensé de tout ça? Qu'aurait-il fait à ma place? Je ne le saurais jamais. Mais je voulais croire qu'il m'approuverait. Que quelque part, d'une façon ou d'une autre, il veillait sur moi. Sur nous. Aujourd'hui, c'est un dimanche, le 15 novembre, 3 ans, 1 mois et 6 jours après l'arrestation de Solange. Je suis dans la cuisine, en train de préparer une tarte aux pommes. La recette de ma mère. Celle que je faisais pour Solange quand elle était petite et qu'elle rentrait de l'école. Yves est parti au village pour acheter du pain frais. Les chiens dorment près du poêle. La radio diffuse une émission sur France Musique, du Debussy, je crois. Clair de lune. Une mélodie douce, mélancolique, qui me fait penser à Philippe. Je regarde par la fenêtre. Le jardin est presque endormi pour l'hiver. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Les fleurs sont fanées. Mais au printemps, elles reviendront. C'est le cycle de la vie. La mort, puis la renaissance. Dans 6 mois, Solange sortira de prison. Elle m'a répondu à ma lettre. Elle m'a remercié. Elle m'a dit qu'elle comprenait que je ne puisse pas encore pardonner, mais que mon geste, simplement lui répondre, lui avait donné plus d'espoir qu'elle n'en avait eu depuis des années. Nous avons convenu de nous voir 1 mois après sa sortie. Pas immédiatement. Elle a besoin de temps pour se réadapter, pour trouver un logement, un travail, pour apprendre à vivre libre à nouveau. Et moi aussi, j'ai besoin de temps, pour me préparer à la revoir, pour décider si cette rencontre sera le début d'une reconstruction ou simplement une fermeture définitive. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que nous arriverons à nous reconstruire, petit à petit, en posant des bases nouvelles sur les ruines de notre relation. Peut-être que ce sera impossible, que la blessure est trop profonde, mais au moins, j'aurai essayé. Au moins, je ne vivrai pas avec le regret de ne pas lui avoir donné une chance. Docteur Berger me dit que je fais des progrès remarquables, que j'ai traversé l'une des épreuves les plus difficiles qu'un être humain puisse affronter et que je suis toujours debout. Elle a raison, je suis toujours debout. Certes, je ne suis plus la même. La Béatrice d'avant, celle qui était naïve,
qui croyait que l'amour suffisait à protéger du mal, qui pensait que les enfants ne peuvent pas trahir leurs parents, cette Béatrice-là a disparu. À sa place, il y a une femme plus dure, plus méfiante, plus consciente des ombres qui habitent dans le cœur humain. Mais il y a aussi autre chose. Une force nouvelle, une résilience. La certitude que même dans les pires moments, même quand tout semble perdu, il reste toujours une petite lumière. Une petite flamme qui refuse de s'éteindre. Cette flamme, c'est l'espoir. L'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. L'espoir que les blessures guérissent. L'espoir que l'amour, le vrai amour, celui qui ne manipule pas, qui ne trahit pas, est encore possible. J'ai recommencé à aller à la messe le dimanche. Pas par habitude, pas par devoir, mais parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de ce moment de silence, de recueillement. J'ai besoin d'entendre le Père Étienne parler de pardon, de rédemption, de miséricorde. Même si je ne suis pas encore capable de tout pardonner, ces mots me font du bien. La semaine dernière, il a parlé de la parabole du fils prodigue. Ce fils qui avait dilapidé l'héritage de son père, qui était tombé si bas et qui était revenu, honteux, en espérant juste être accepté comme serviteur. Et le père qui court à sa rencontre, qui le serre dans ses bras, qui organise une fête pour célébrer son retour. En écoutant cette parabole, j'ai pleuré. Pas parce que je me voyais comme ce père, pas encore, mais parce que j'ai compris quelque chose. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de force. C'est choisir de ne pas laisser la haine consumer notre cœur. C'est choisir la vie plutôt que la mort. Quand Solange sortira de prison, je ne courrai peut-être pas à sa rencontre. Je ne lui organiserai peut-être pas de fête, mais je serai là, je l'écouterai, je la regarderai, et je déciderai, en mon âme et conscience, si je peux, si je veux, lui laisser une place dans ma vie. Et si je ne peux pas, si la blessure est vraiment trop profonde, alors je lui souhaiterai bonne chance, et je continuerai ma route, seule, mais en paix. Parce que j'ai appris une chose au cours de ces 3 années. On ne peut pas forcer le pardon. On ne peut pas le simuler. Le pardon doit venir du cœur, sincèrement, librement. Sinon, ce n'est qu'un mensonge de plus. Et j'ai eu ma dose de mensonges. La porte d'entrée s'ouvre. Yves est de retour. Il entre dans la cuisine avec un sac de baguettes encore chaudes. Ça sent bon ici. J'ai fait une tarte. Comme dans le temps. Oui, comme dans le temps. Nous nous regardons. Il sourit. Et pour la première fois depuis longtemps, je souris aussi. Un vrai sourire. Pas forcé, pas faux. Juste, sincère. Vous allez vous en sortir, Madame Valmont. Oui, Yves, je crois que oui. Je sors la tarte du four. Elle est dorée, parfaite. Je la pose sur la table. Nous nous asseyons. Nous mangeons en silence, accompagnés par la musique de Debussy et le ronronnement du poêle. Les chiens lèvent la tête, espérant une miette. Dehors, le jour commence à décliner. Le ciel prend des teintes roses et violettes. Les montagnes au loin se découpent en ombres chinoises. Le lac devient sombre, presque noir. Bientôt, ce sera la nuit. Mais demain, le soleil se lèvera à nouveau. Et je serai là pour le voir. Parce que c'est ça, la vie. Une succession de nuits et de jours, de chutes et de relevailles, de blessures et de guérisons. Et tant qu'on respire, tant qu'on espère, tant qu'on aime, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, alors on est vivant. Je suis Béatrice Valmont. J'ai 68 ans aujourd'hui. Je suis veuve, mère d'une fille en prison, survivante d'une trahison impensable. Mais je suis aussi debout, forte, résiliente, et je continuerai à avancer. Un pas à la fois, un jour à la fois. Vers quoi? Je ne sais pas encore. Peut-être vers le pardon, peut-être vers l'acceptation, peut-être simplement vers la paix. Mais j'avancerai. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Avancer, malgré tout, toujours. Et dans cette marche hésitante vers demain, je porte avec moi la mémoire de Philippe, la fidélité de Yves, l'affection des chiens, la sagesse de Dr Berger, et même, l'amour compliqué, brisé, mais toujours présent que je ressens pour Solange. Parce qu'elle est ma fille. Et rien, pas même la pire des trahisons, ne pourra jamais complètement effacer ça. C'est mon fardeau, c'est ma croix, mais c'est aussi mon humanité, et je la porterai jusqu'au bout. Fin épilogue silencieux, 3 ans plus tard. Une petite maison en banlieue lyonnaise, un jardin modeste avec quelques fleurs, une plaque sur la porte, Solange Valmont, assistante sociale. À l'intérieur, une jeune femme aux cheveux tirés en chignon reçoit une adolescente en difficulté. Elle parle doucement. La jeune fille pleure. Solange lui tend un mouchoir, pose une main sur son épaule. « Tu n'es pas seule. Je sais ce que c'est de tomber. Mais on peut se relever, je te promets. »
Sur le bureau, une photo encadrée. 2 femmes debout devant une maison de pierre blanche. Une femme âgée aux cheveux blancs, une femme plus jeune aux yeux graves. Elles ne se touchent pas, mais elles sont côte à côte. Et sur leur visage, quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Dessous, une inscription manuscrite. Le pardon est un chemin. Nous marchons. Le gardien a laissé une caméra allumée pour surveiller les chiens et n'a pas prévenu le reste de la famille. Mais quand il a vu ce que ma fille avait fait, il m'a dit « Elle est un monstre, s'il vous plaît, quittez la ville ». Mais quand j'ai vu les images, c'était pire que je ne pensais.